Bien, alors bonjour à tous. Merci à toi, Maury, d'avoir déclenché l'enregistrement. Et bien, nous allons pouvoir être audité et visualisé par beaucoup. Donc, revenons-en au cours précédent qui voudrait s'exprimer pour tout simplement, évidemment, nous dire ce qu'il ou elle a pu explorer. Alors, en appuyant toujours sur Je, le je veux bien bouton me lancer. Donc on était sur du alors pardon, j'ai pris des notes mais j'ai oublié de les rafraîchir. Euh, Peux-tu me rappeler le numéro des neurofonctions s'il te plaît? Faut que je raconte pas de bêtises. tout à fait, il y en avait beaucoup, hein. C'était la folie, alors, d'ailleurs, ça, je les avais mentionnés, je m'en souviens. 5 inter 17, Ça. 5 inter 21, 4 inter 21 et 4 inter 17. Donc, jusque-là, on est dans une pleine logique. 19 inter 3, 19 inter 7, 18 inter 7, 18 inter 3. Donc, je vais peut-être le dire plus lentement, ou est-ce que c'est bon pour tous? Et donc, l'idée centrale, évidemment, elle était là de connecter notre neurosystème émotivationnel avec notre neurosystème corporel dans cette ambiance de quelques huitaines de connexions choisies. Ok. Euh, alors les auto-observations que j'ai pu euh, stopper, enfin les stoppages que j'ai effectués ont vraiment mis en exergue pour mon pilote que il y avait enfin, la neurofonction, par exemple, physique, prenait le dessus sur la neurofonction émotivationnelle, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment au niveau du stoppage, tout d'abord la vision Louis, et ensuite physique, et ensuite j'associais la neurofonction émotivationnelle et non pas dans l'autre sens. C'était assez systématique. Euh, j'ai effectué des stoppages dans des petits moments un peu anodins de la journée, par exemple. Moi, c'est souvent le matin sous la douche ou euh, pendant que je cuisine. Il y a quelques exemples qui m'ont fait sourire, c'est notamment par contre, qui m'ont rendu un peu joyeux. Notamment, j'ai cette habitude de me racler la gorge et comme c'est un peu le rhume des foins en ce moment, j'arrête pas de me racler la gorge. Donc ce son m'a stoppé, parce qu'il y a un stoppage au niveau ça m'agace un petit peu, donc la machine s'agace. Et à ce moment-là, c'est rappelé en moi euh, le, la vision, enfin à la fois la vision et l'ouïe motivationnel de mon grand-père et de mon père qui ont cette même, alors je ne sais pas si c'est une condition physique, mais quand j'étais gamin, il y avait ce fameux mon grand-père qui se raclait la gorge et on se moquait un peu de lui, on imitait. Et donc c'est rappelé en moi en fait ces souvenirs d'il y a plus de 30 ans maintenant, et également de mon père qui lui également a cette même condition. Donc ça m'a fait beaucoup. Pardon, je recommence. Ça m'a euh, vraiment rappelé des souvenirs joyeux. Et puis d'autres moments un peu anodins, c'est encore une fois beaucoup en entrant la vision. Donc dans la cuisine, je vois le, la miche de pain coupée d'une façon, on va dire, un peu désastreuse. Donc ma femme ne sait pas couper correctement une miche de pain. C'est un sujet de discussion entre nous. On en rigole beaucoup, hein, c'est pas méchant. Et donc, c'est rappelé en moi, en fait, ce nombreux moments. En fait, c'est une multitude de moments motivationnels qui se sont rappelés en moi à ce moment-là, ou une espèce de film de toutes les images euh, qui m'ont en fait amené de la joie. Et c'est des petits moments intimes un peu mignons entre nous. Et donc, au fil des deux dernières semaines, c'était vraiment des petits moments comme ça qui m'ont rappelé beaucoup des souvenirs d'enfance et beaucoup des souvenirs affectifs très positifs, en tout cas très, enfin, très oui, chargés
J'oublie toujours les termes que tu utilises, Danfield. Il y a c'est pas créatif et destructif, je me rappelle jamais correctement. Peux-tu me Ah rappeler oui, oui. Bah, si tu pourrais des dire constructif ou destructif. constructives? Voilà. Donc des émotions constructives qui sont appelées en moi dans la machine. Euh, voilà. Et alors, une dernière auto-observation que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai attrapé une espèce de cascade une chaîne d'auto-observation. C'était au moment du stoppage. On devait associer donc deux neurofonctions. Et au moment du stoppage sur la neurofonction type euh, euh, oui ou vision, euh, j'ai attrapé par exemple une mémoire en moi du oui vision qui me rappelait une autre mémoire en moi, qui me rappelait une autre mémoire. Donc il y avait une espèce de chaîne continue pendant plusieurs secondes en fait et c'est quelque chose que j'avais peut-être mentionné auparavant, qui donnait une sensation que le temps s'arrêtait un petit peu. C'est-à-dire que j'étais à la fois présent en moi, mais j'étais plus présent dans le temps présent, puisque j'étais un peu comme si j'étais vraiment stoppé. C'est-à-dire dans le stoppage, il y avait comme un ralenti, un zoom, et puis le temps s'arrête un peu. Je lis les émotions une par une ou les rappels en images une par une. Et ensuite, je repars dans le temps présent. C'était assez étrange, en fait, comme sensation. Voilà. Très, très riche, oui, oui. Et, oui. Que dire? Rien à dire, hein. C'est très riche. Qui d'autre a quelque expérience à nous narrer? Alors moi, je voudrais rebondir sur, ce que vient de dire Amaury parce que, ça fait sens pour moi. J'étais il y a quelques jours en voiture et je reçois un message, vocal de mon fils et donc j'auto-observe, la contraction immédiate, quand j'entends le message dans les mâchoires de ma biopsychomachine et de mes mains aussi placées sur le volant. Et en fait, je me reprojette et en même temps, je me vois en train de stopper la voiture. Donc stoppage, autostoppage, mental et je stoppe la voiture et je me revois en train d'entendre, un message de ma mère à moi, sa fille et donc je reviens aussi bien en arrière parce que j'entends ce message de mon fils qui, voilà, qui avait, on va dire, quelque chose à me reprocher. Et donc, je me rends compte effectivement en faisant cet autostoppage en même temps de la voiture et de mon processus mental pour me rembobiner le film, le message mentalement, euh, que je prends une profonde inspiration à ce moment-là et que je me tourne vers le soleil couchant et derrière, qui était en train de se coucher derrière la montagne. Et à ce moment-là, l'idée me vient comme avec cette profonde inspiration que demain est un autre jour. Et du coup, j'auto-observe ma biopsychomachine qui se décontracte et je repars. Donc je repars dans un autre champ mental et je repars avec la voiture qui redémarre. Alors, si tu précises un peu, parce que là, on n'est pas sur des conceptions mentales et des pensées et des idées, on est sur des émotions et des réalités corporelles. Donc, Oui, c'est plus à dire que derrière cette pensée, demain est un autre jour, l'émotion et la motivation de pouvoir se dire, je peux lâcher prise avec tous mes soucis, et cette émotion, elle est là, en fait, elle est relaxante, elle est presque, je reprendrais le terme d'Amaury, joyeuse. oui, tout à fait. Bon. Alors, dans la foulée, c'est vrai que c'est intéressant aussi de parler de ce qui est corporel au sens postural ou de mouvement, parce que quand on est dans une posture corporelle, on peut arriver à bloquer, à débloquer, et puis même à observer d'abord une posture motivationnelle.
ce qui devient évidemment très intéressant. Alors, qui d'autre aurait envie de prendre la parole sur ces Je veux bien parler. pannes, oui. Oui, en fait, moi, j'ai auto-observé des problématiques qui sont un peu toujours les similaires, mais j'essaie de décortiquer plus. C'est une émotion comment dire, de peur, de crainte qui est liée vraisemblablement à des souvenirs d'enfance qui font que souvent, euh, j'ai un sentiment de peur d'arriver en retard. Et donc, j'auto-alimente ce sentiment ou cette émotion de peur de façon très mécanique. C'est-à-dire, par exemple, je dois accompagner un groupe de personnes à l'aéroport et par anticipation, j'ai peur d'arriver en retard parce que je suis responsable de ces personnes. Et donc, en moi, c'est comme un nuage qui grossit et qui fait que, par exemple, je vais voir les personnes et je vais leur dire, ah, bah, ça serait bien que l'on, que l'on parte 20 minutes plus tôt parce que, alors j'ai toutes les justifications qui s'élèvent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, il y a un mouvement des pensées qui fait que je trouve toujours une justification pour boucher ou en tout cas remplir cette sorte de peur qui est une sorte de vide. Oui, Donc les explications varient, mais le différentiel émotion, enfin l'émotion en question qui est plutôt une sorte de creux, en fait, il va appeler des instances différentes. Ça serait, je vais prendre un exemple, c'est plus concret. Euh, Ça serait par exemple, je vais trouver des raisons, bah, c'est la veille des vacances, donc il y a plus d'automobiles. Je vais trouver des raisons comme quoi, je sais pas, ma voiture, elle a tout sauté la veille, alors je crois qu'elle va tomber en panne. Et donc, à chaque fois, il y a une forme, une pensée qui est différente, mais la mécanique est la même. Ça focalise sur un danger, et ensuite, ça... alors, Stéphane, Et après, la partie corporelle, donc pour faire le lien entre l'émotionnel et le corporel, vous c'est qu'en établir le lien. fait, voilà, le lien, c'est que en fait, par exemple, j'ai l'estomac qui se serre. Sur le volant, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil qu'Isabelle. J'ai les mains qui se crispent. Le champ de vision également se rétrécit. J'ai remarqué ça, c'est-à-dire que quand je suis préoccupé, j'ai la vision qui n'est plus. Euh, je regarde devant la voiture. Je suis pas. Je vois pas je regarde pas les voitures qui arriveraient autour. Voilà, et ça se répète en fait. C'est ce qui est surprenant, c'est que c'est une peur qui est vraiment ancrée dans cette histoire de temps et de délai à tenir. Voilà. Alors, cette histoire de peur, Stéphane, t'en avais déjà parlé, notamment pour en précédant tes cours à tes étudiants, en te Oui, disant, oh là 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 là, est-ce que ce sera bien, est-ce que ce sera bon? Et donc, comme tu dis, la justification intellectuelle, ça, on travaillera un peu plus tard sur le domaine intellectuel-conceptuel, mais on peut en effet avoir n'importe quelle justification intellectuelle. L'important, c'est en effet le type d'émotion qui nous assaille. Et j'avais une réflexion en t'écoutant justement sur cette peur qui est toujours là, qui revient. Et finalement, on avait envie de se demander, mais euh, pourquoi? Alors j'entendais tes mots et j'étais un petit peu comme Amaury il y a quelques minutes qui disait, Danfield, je vais essayer d'employer une terminologie neuroconnectique pour être un bon neuroconnecticien. Et là, tu disais, j'ai peur, je suis envahi par la peur. Donc, finalement, tu restes oui, oui. prisonnier de la peur. Par contre, si tu disais, ma biopsycho-machinerie émotionnelle est prisonnière de la peur, là, déjà, c'est plus moi, c'est plus je, c'est juste ma biopsycho-machinerie émotionnelle. Donc là, je pourrais peut-être appuyer sur le stop et en plus utiliser, ce que tu as mis en troisième plan, l'aspect corporel pour stopper justement l'aspect motivationnel, en l'occurrence strictement émotionnel. Oui, oui. Mais c'est le pas suivant par rapport justement à cette biopsychomachine qui est envahie par la peur.
c'est déjà de s'en apercevoir, et puis ensuite, par exemple, de la débloquer corporellement, c'est-à-dire par la tension, relaxation, par aussi la vision. J'ai remarqué que euh, dans le cas où j'amène ma biopsychomachine à regarder l'horizon au loin, en fait, ça change la couleur de l'émotion. Donc il y a une vraie, voilà, mais c'est une zone, c'est vraiment une zone qui est liée au temps, à l'a priori sur un rendez-vous. Voilà, et ça m'intéresse beaucoup parce que je j'arrive pas trop à comprendre d'où ça vient. D'où Oui. ça vient. Donc, bon, après, Bah, parfois, on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient, mais on essaie de fonctionner autrement. On n'a toujours pas compris d'où ça venait, mais par contre, on a changé parce qu'on a essayé de fonctionner autrement. Donc, la cause première, ou l'une des causes apparemment premières, n'est peut-être pas ce qui est le plus important. Par contre, pensons à justement ce que disait Amaury concernant notre possibilité de nous dire, on va connecter précisément alors, ce type d'émotion très perturbatrice pour le coup entrante en tant que processus motivationnel, donc une émotion, elle entre en nous, cette motivation entrante, eh bien, on va la connecter par exemple à une posture particulière corporellement. Et si jamais on arrive à connecter pareillement ce type d'émotion, enfin, pardon, le type d'émotion contraire à une autre posture, et là il faut être attentif évidemment, très attentif à soi, on va se dire, bah maintenant, je perçois que j'ai telle posture quand je disais les mains serrées sur le volant, si je me souviens bien, eh bien par exemple tu vas te dire, là je suis assailli par la peur, je vais prendre les épaules décontrastées, en fonction une joyeuse, et ou heureuse, ou je ne sais pas quel terme mentionner, enfin bien, bien à l'aise, et une neurofonction 5, bon là on pose les mains tranquillement, c'est plus crispé, c'est plus non plus la posture, non, c'est la posture tranquille, les mains ouvertes on va dire, non plus serrées par exemple. Et là tu vas peut-être observer des nuances et même une capacité à désapeurer le psychomachinerie la émotionnelle. machine. Alors, peut-être ce que je peux ajouter, c'est que bien que je sois pris dedans, en fait, j'ai quand même remarqué que corporellement, les émotions surgissent pas au même endroit. C'est-à-dire, je sais que par exemple, bon, bah, il y a les épaules comme tu l'as montré, les épaules, mais moi j'ai aussi le cou, par exemple, le cou qui durcit. Ah Euh, oui, et puis, alors, quand c'est très très fort, quand c'est une émotion qui est très grande, là, ça vient vraiment sur l'estomac, et quand c'est encore plus fort, ça s'attaque au système digestif. Donc, je sens le système digestif. Mais là, c'est des choses qui sont plus profondes. Donc, j'essaye aussi d'avoir une finesse sur l'observation et le stoppage. Et puis, dans un second temps, bah, justement, je fais l'effort sur la zone en question. tu fais. Bien, j'amène ma biopsychomachine déstresser, relaxer les muscles qui sont liés à cette zone particulière, mais ça fonctionne pas toujours. Ça dépend comment dire ça dépend de la profondeur de l'émotion. Ça dépend. Là-dessus, juste un petit clin d'œil, mais je ne sais plus si on l'a dans les derniers cours, alors peut-être un peu anticipé. Serge, qui a souvent de l'avance, pourra me le dire, l'idée de justement s'intéresser à des neurofonctions, en fonction 16 par exemple, qui peut nous permettre d'envisager plus haut, plus vaste, et à ce moment-là, la crispation, enfin tout ce qui est, si on a une équivalence, une neurofonction 2 connectée à une neurofonction 16 sur telle ou telle peur qui nous assaille, ou telle émotion qui nous assaille, qui nous dérange, eh bien on passe au-dessus. Je travaille en ce moment beaucoup, alors vous le savez, c'est pour le
prochain livre collaboratif sur le stade 4 de veille, et je me suis rendu compte qu'il y avait des interactions avec le suivant, évidemment. Et j'ai surtout compris qu'il y a certains paramètres, notamment quand on se place, comme si on était regardé par. Tu es sur ton volant, et là, tu n'es plus sur ton volant. Il y a, je sais pas ce que tu voudras, une divinité quelconque, un ange, ce qui tu veux. Ouais, ça, j'ai testé ça tout au début de la formation. Et des fois, ce que j'essaye d'amener ma biopsychomachine à se mettre devant moi et me regarder face à moi pour voir peut-être que je suis crispé, que voilà, que je fais pas, que je souris pas, ou que je tire la tête. Et bon, voilà. C'est amusant de parler, qu'on soit en présence de quelqu'un. J'ai une pile de livres, j'en ai enlevé deux, qui tient depuis un moment, je sais pas, une semaine. Puis là, à l'instant où je viens de parler de ça, très intéressant et très impressionnant. On se sent écouté. Mais bon. Alors, qui d'autre prendrait la parole? Moi, je peux ajouter une petite expérience de ce jour en relation avec une, des connexions neuronales 6 intervinrent, donc en relation avec le rôle que j'auto-observe d'ailleurs maintenant lorsque j'attends, j'écoute. Donc cet après-midi, j'étais en réunion, donc dans une réunion et j'ai auto-observé mon rôle corporel, donc ce que je donnais à voir aux autres en attente, simplement en écoute et en attente de répondre à une question parce que je n'étais pas, je n'étais pas sollicité pour des questions et donc j'attendais et je remarquais aussi, donc j'auto-observais aussi le rôle émotionnel que suscitait mon rôle corporel. Donc voilà. Et là, je le remarque, à présent aussi lorsque j'écoute, il y a un rôle corporel et un rôle émotionnel très présent. Alors je dirais pas d'agacement, mais je dirais on cherche sa place. Quand on est à l'écoute, on est un peu, en dehors, donc le corps cherche sa place, donc et c'est relié à un rôle émotionnel, qui va avec. Voilà. Et Carole, aurais-tu quelques mots à nous dire? Euh, j'ai eu un petit peu de difficulté à organiser comment dire, mes idées par rapport à cette expérience, mais en vous écoutant, j'ai pu comprendre un petit peu mieux ce qui s'était passé. Et je pense avoir plutôt observé des tensions et motivationnelles en lien avec des tensions corporelles, une posture, pardon, corporelle. Euh, Notamment à l'occasion d'un séjour avec mon frère et dans ma famille. Il y avait une certaine tension, donc on était dans un contexte tendu et une tension motivationnelle et posture et contraction et posture très renfermée. Et nous avons pris la décision, mon frère et moi, d'aller nous promener. Donc là, on a été dans un mouvement corporel et c'était dans notre ville d'enfance. Donc on a retrouvé des souvenirs, beaucoup de souvenirs des lieux qu'on n'avait pas vus depuis quelques années parce qu'on avait plutôt tendance à aller toujours au même endroit. Et donc il y a le souvenir, l'affect, euh, la vision et motivationnelle. Je ne sais pas si on peut parler de vision et motivationnelle, mais en tout cas qui avait un impact sur de, nos souvenirs et nos émois internes. Et j'ai pu auto-observer une relaxation
mais aussi bien sur le plan corporel que sur le plan des émotions. Et quand nous sommes rentrés finalement dans le contexte familial dans lequel nous avions baigné quelques heures auparavant, euh, nous avions une posture différente et l'ambiance a changé également. L'ambiance, enfin, on a eu le sentiment qu'autour de nous, l'ambiance avait changé. Donc, comme si notre posture avait aussi une influence sur l'espace. Est-ce que c'est l'espace motivationnel là, ou est-ce que c'est enfin, notre place dans l'espace et dans le contexte enfin, c'est les interrelations, mais aussi nous dans notre propre espace. Mhm. Non, c'est vrai, c'est très, très intéressant quand il y a un souci dans un groupe humain, le mouvement corporel qui peut appeler le mouvement émotivationnel et aussi le mouvement intellectuel-conceptuel nous amène à être dans un plein changement et ça peut être très salvateur pour être après dans une posture notamment émotivationnelle beaucoup plus tranquille, sympathique, adaptée. Ok, ben c'est très très intéressant tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on se lance dans la session suivante? Alors, donc ce sera le cours pratique numéro 31 qui nous amène à des connexions neuronales, alors on va dire végétatives motrices, c'est-à-dire du 1 inter 19. Du 1 inter 19, je vais vous lire un petit passage pour vous montrer ce que ça peut donner à travers un étudiant, donc on est dans le livre publié en 2016 et republié en 2018, donc j'ai auto-observé qu'en m'efforçant d'être attentif aux tensions, relaxations de ma biopsychomachinerie corporelle, tout en m'efforçant d'entrer en expérience puis de m'y maintenir pour être aussi attentif à la posture émotionnelle et motivationnelle s'instillant en moi, alors je pouvais détendre mon corps, entre parenthèses, mes crispations de dos, de visage, etc. Lorsque j'entrais dans des émotions et motivations cool, relaxantes et complémentairement, que je pouvais asseoir durablement des postures émotionnelles et motivationnelles lorsque j'étais attentif aux tensions ou aux relaxations de telle ou telle partie de ma biopsychomachinerie corporelle. Alors évidemment, ça amène à ce que tu nous disais, Amaury, tout à l'heure. Je me souviens quand tu évoquais, on peut aller plus facilement d'un système vers l'autre que de l'autre vers l'un. Mais là, on est devant un étudiant qui s'est amusé. En plus, c'était ton groupe, donc on était il y a quelques années, une dizaine, douzaine d'années en arrière, oui. Euh, le groupe numéro 3, et donc, oui, je ne veux pas te dire qui c'était, c'est au masculin, mais en tous les cas, c'est intéressant de se dire ce quelqu'un-là, entre 1 et 19 ou 19 et 1, se promenait, et donc je vous invite à le tester peut-être tout de suite maintenant, d'une part, et puis d'autre part, à peut-être discuter si ça vous paraît délicat, difficile, au contraire, si vous avez des pistes intéressantes pour accéder à cette interconnexion justement de tension-relaxation, tant corporelle que motivationnelle, et vice-versa. Pendant que tu parlais, enfin, je t'observe d'ailleurs au passage que je bouge beaucoup pendant les vidéos, c'est parce que j'essaie de m'étirer en même temps quand je suis assis, comme je passe ma journée assis, j'essaie de quand même étirer un peu mes muscles. Mais j'auto-observe qu'une position où vraiment il y a on va dire une, euh, une posture émotionnelle la plus relaxée ou ouverte à l'absorption de, par exemple, l'attention ou maximisation d'attention d'ouverture d'esprit. C'est vraiment en arrière, les jambes qui ne sont pas croisées et les bras sur le repose, je sais même pas comment ça s'appelle, sur le côté. Cette position-là physique, en fait, permet de maximiser. Et dès que je change, que je, par exemple, croise une jambe,
j'auto-observe là maintenant tout de suite qu'il y a une perte d'attention, que la machine commence à se dire, tiens, combien de temps je vais rester la jambe croisée pour étirer mon muscle? Et à ce moment-là, l'esprit part un peu, la posture est un peu perdue. Et si je reviens sur la position que je décrivais avant, à ce moment-là, il y a plus une posture à l'écoute, un peu plus relaxée. Est-ce que c'est une type d'auto-observation qui marcherait dans ce contexte? Bah, comme le dirait Serge, il y a une cascade de connexions et de neurofonctions qui se connectent les unes aux autres. Parce Oui. qu'en effet, bah, tu arrives sur du 5, tu te retrouves avec une posture, mais en même temps, cette posture, elle permet un étirement, donc ça permet à neurofonction 1 justement, de se relaxer après avoir été trop tendu. Donc, bah, je te laisse la parole, Serge. Bah oui, comme tu le dis, Dunphy, oui, c'est des cascades de neurofonctions. Puis au fur et à mesure de tes auto-observations, mais ça vient s'ajouter les unes aux autres. Et puis une cascade, c'est un agrandissement d'auto-observation donc qui te permet, bon, les connexions neuronales, c'est dans un premier temps pour focaliser donc l'auto-observation vers, un point bien précis, une neurofonction bien précise, mais la cascade, ça élargit. Donc, effectivement, j'aime beaucoup les cascades. Alors, elles se connectent les unes aux autres absolument. En même temps, il y a cet élargissement et justement, quand tu évoquais, Amaury, donc des postures, c'est très interpellant aussi. Et se dire finalement, bah, on arrive peu à peu à la globalité. C'est ce qu'on va obtenir au travail dirigé numéro 36. On arrive peu à peu à avoir l'ensemble de l'être qui se retrouve conscient de tout soi. J'ai juste une remarque sur le. Donc, je parlais de cette posture un peu comme je suis là maintenant, tout de suite, on va dire la plus relaxante pour la machine Amaury. Je sais, enfin, j'ai en mémoire hein, le fait que j'ai lu des livres sur, par exemple, les techniques émotionnelles, de management, etc., qui te disent, par exemple, quand on parle à quelqu'un, ou quand on est en position un peu reculée, on invite la personne à nous parler. Donc, je sais qu'en moi, il y a un programme, en tout cas, il y a une influence quelque part d'un programme qui a dit, si je suis dans cette position, je vais inviter l'autre à parler, et donc je vais m'inviter moi à l'écoute. Donc, d'une certaine manière, là, maintenant, tout de suite, ce que j'ai auto-observé, c'est que mon pilote a interrogé la machine en disant, est-ce que tu es vraiment relaxé parce que ta machine est relaxée, ou est-ce que c'est ton programme qui, par le passé, t'a programmé pour te dire que c'était cette position qui serait la plus favorable. Je dirais que c'est un peu des 2, mais à partir du moment où tu auto-observes le conditionnement parce qu'il y a eu, tu as lu des livres là-dessus, qui t'ont indiqué, que certaines postures, donnaient, l'autre te voyait dans une certaine condition, était plus, allait davantage parler, allait davantage s'ouvrir ou au contraire, allait davantage se fermer. Là, tu es en position de changer. Tu es en position d'accepter, donc ce qui était un conditionnement, mais qui ne l'est plus parce que tu l'acceptes, parce que dans le moment où tu es, dans le temps présent où tu te trouves, c'est la bonne solution pour toi et c'est ça la neuroconnectique, c'est cette, possibilité d'être dans le moment présent et de choisir au-delà des conditionnements, de ce qui était un conditionnement auparavant, un choix, une liberté d'aller au-delà de ça pour être vraiment ce qui doit être dans le bon moment. C'est ça la neuroconnectique. Ok, merci. Alors, qui d'autre aurait envie d'expérimenter quelques 1 inter 19, Carole? Alors, c'était pas tellement pour expérimenter, mais c'était plus pour réagir par rapport à ce que venait de dire Amaury.
parce que j'ai auto-observé, moi, les postures complètement inverses. Quand j'étais concentrée sur ce que disait quelqu'un, j'avais plutôt tendance à me pencher vers la personne, alors que quand je me mettais dans le fond de mon fauteuil, c'était clairement que je prenais du recul et que, en fait, je mettais de la distance entre la personne et moi. Et j'ai observé que comment dire que j'optais pour cette posture également, même quand j'étais au téléphone, pas seulement quand j'avais quelqu'un en face de moi. Donc, est-ce que ce sont des conditionnements? Est-ce que ce sont des réflexes? Enfin, réflexes qui peuvent être conditionnés aussi, mais là, c'est pas. Pourtant, j'ai lu aussi comment dire, des livres sur le management, sur la communication, etc. Mais comme quoi on interprète aussi les choses peut-être de façon différente en fonction de ce que l'on ressent et de nos... Alors je dirais pas besoins, mais est-ce qu'on peut appeler ça des besoins ou en tout cas la façon dont on se sent à ce moment-là? À mon avis, il y a là aussi, ce que disait Serge avant, les deux. C'est-à-dire que, à la fois, si on a un conditionnement d'une nature ou d'une autre, parce que ça vient, disons, de nous-mêmes en tant qu'époque dans laquelle nous vivons, parce que finalement, oui, je peux lire un livre sur le management qui va me dire, faut se tenir droit, faut avoir l'air sympathique, ouvert. Bon, puis en même temps, je peux réaliser que dans ma culture de cette époque 20e, 21e siècle, quand on veut montrer qu'on est intéressé, on est vraiment proche de l'autre. Donc, les deux ont leur valeur. Et comme tu viens de dire, Carole, tu as à la fois un conditionnement par livre, par exemple, et un autre conditionnement par culture générale de l'époque dans laquelle nous sommes. Mais par contre, je reviens sur ce que disait Serge à Amaury, et je pense que c'est en effet très important, c'est de pouvoir nous-mêmes déconnecter des programmes qui ne nous paraissent pas nécessaires dans le moment présent, et au contraire, nous connecter à des programmes qui sont pour nous vivants, j'ai envie de dire vitaux, on va chercher le terme. Par exemple, si je me trouve devant quelqu'un qui est un peu fragile, qui ne sait pas trop, peut-être que je vais réaliser que si j'ai l'air très en forme, très sûr de soi, ça peut l'aider. Mais à contrario, si je suis devant quelqu'un qui est vraiment trop fragile, ça va le déstabiliser, ça va l'effondrer. Il va dire oh, pauvre minable que je suis, c'est terrible. Au féminin comme au masculin. Donc, c'est à nous, sur le moment présent, de nous dire, puisqu'on a conscience qu'on a au moins deux types de programmation en la matière, moi, je choisis celle-ci ou celle-là en fonction de l'être humain qui est devant moi tout de suite. Je voudrais peut-être rebondir, sur ce que tu viens de dire, Danfil, parce que en fait, je me suis rendu compte, moi, par mon expérience, que par empathie, peut-être instinctive ou, on va dire, intuition ou autre, on est dans le mimétisme de la posture de l'autre quand on engage une discussion et souvent, on va effectivement s'avancer quand l'autre s'est avancé ou se reculer quand l'autre ou alors si on en prend, on veut vraiment, on va dire, aller à contresens et à contrario de cette empathie et justement casser, heu la discussion ou la communication, on va justement, se reculer ou vraiment casser ce mimétisme je pense que, c'est tout un «art» entre guillemets dans la communication, alors de la vente, du management et cetera, de savoir casser ou au contraire aller dans l'empathie, pour mieux vendre ou au contraire pour faire réagir son interlocuteur. Mais en ce qui nous concerne dans nos on va dire dans nos communications, habituelles, journalières, avec nos proches, c'est plutôt, l'instinct et le ou l'intuition, quand on va vers l'autre qui se met en place. Je pense qu'il y a vraiment une dichotomie entre le professionnel où on est plus peut-être conscient ou sur la réserve,
comment on a envie de communiquer avec l'autre et quel est le message qu'on veut faire passer. Et avec nos proches, on est plus dans l'instinct, effectivement, et la réactivité, émotionnelle. Alors j'aimerais, te répondre. Alors tu as dit: C'est tout un art». Je dirais: «Oui et non». Parce que, c'est tout un art d'être dans un rôle. Mais est-ce que tu sais que tu es dans un rôle? Un rôle émotionnel, un rôle corporel, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est aussi ça l'art, c'est savoir que l'on est dans un rôle, que l'on occupe un rôle. Et c'est pas l'automate qui est dans son magasin et qui doit, absolument vendre 2 canapés dans la journée. Et ça, c'est un automate. Il ne sait pas qu'il est dans un rôle. Voilà. Alors, dans cette veine-là, tout à fait, je reviendrai sur une inversion 15 inter 5, puisqu'on était sur 1 inter 19. Et ce que tu viens de dire, Isabelle, là, par rapport à ce que disaient Carole et Amaury avant, nous amène à une considération justement qui nous recentre vers l'expérience d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'expérience émotionnelle. Parce qu'en effet, si on se réfère à des livres qu'on a lus, ou à des conditionnements, on va dire, cognitifs qu'on nous a ancrés en tête, on est dans un domaine intellectuel. On y viendra bientôt. Mais par contre, quand on est simplement en réaction par les émotions vis-à-vis de l'autre qui est en face de nous et qui a telle ou telle posture, là, en effet, on se retrouve avec une autre posture, notre 5 qui va être en harmonie via notre 15 avec le 5 de l'autre en face de nous. Et c'est vraiment ça, c'est la posture de l'autre mimétiquement qui devient notre posture, ce que tu viens d'expliquer, par la voie émotionnelle. Donc c'est assez interpellant aussi d'observer ces mécanismes-là. Et qui peuvent vous servir d'ailleurs de base avec le 1 inter 19, donc le 15 inter 5, enfin le 5 inter 15 ou l'inverse, on va choisir évidemment, pour les 2 semaines qui viennent en termes d'expérimentation. Vas-y. Stéphane, aurais-tu un mot à dire aussi, ou bien est-ce que ça te paraît limpide, clair Alors là, il faudrait que tu appuies sur le bouton du son. Oui, ça me paraît clair. Après, il y a une asymétrie entre l'observation et le pilotage. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur certaines émotions extrêmement intenses, il y a, ça envahit, ça, ça envahit le corps, hein, je dirais. Et donc, il y a pas de, oui, il y a pas de conscience. C'est vrai que si, par exemple, on est dans une rencontre, au début, on se met émotionnellement en mimétisme. Alors justement, ce que tu dis, c'est vrai et faux à la fois. Là, on rentre Oui, dans les mathématiques spéciales avec la logique du non plus vrai ou faux, mais vrai et faux. Parce que c'est tout à fait particulier. On peut très bien se trouver à se ressentir quelqu'un superbement, notre corps se met, waouh, cher ami, on est bien. Et en même temps, on a justement ce qu'évoquait Léa Maury et Carole, chacune avec un angle différent, mais une neuroprogrammation qui nous dit ah non, non, là tu es devant quelqu'un, il faut se tenir droit. Ou bien devant quelqu'un, il faut être avec, cheville ouverte, je ne sais plus comment ça s'appelle, lié, enfin bon, il y a une phrase comme ça très drôle. Bah non, j'y arrive pas, puisque en même temps, je vais être cool et sympa avec l'autre. Donc, les deux mécanismes vont s'interpénétrer et ça va donner une bouillabaisse. Je ne peux pas donner de oui, résultat. oui, 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 oui. Oui, c'est une tension qui surgit entre un rôle appris et un instinct je sais pas, de mimétisme et de neurones miroirs qui est un mécanisme aussi assez très rapide. Donc,
Mmh. Oui. Il y a probablement d'ailleurs un va-et-vient extrêmement très rapide entre les deux programmes de programmation dans notre cerveau. Et c'est pour ça que je disais c'est une sorte de bouillabaisse, parce que chez un tel, ça va amener à tel programme qui va dominer, chez tel autre, ce serait tel autre programme. Et ça dépend de l'ambiance, de comment on est soi-même depuis plusieurs jours, ça dépend de l'autre par rapport à nous. Tellement de paramètres que là, il vaut mieux simplement s'en tenir pour le moment, on n'est pas en neurocognitif relationnel, mais simplement fonctionnel, s'en tenir à auto-observer notre propre mécanique, notre propre machine, c'est déjà beaucoup. Oui. Oui. Et je vois là dans le livre, il est proposé aussi, dans ce travail dirigé numéro 31, donc d'auto-observer d'abord, une neurofonction émotionnelle, puis, une neurofonction corporelle. Il y a Maury qui le notait tout à l'heure. Donc il y a la 15 inter 5, 15 inter 4, 20 inter 4 et 20 inter 5. Donc là, on est plus d'abord sur le corps, mais on essaie d'auto-observer ce qui se passe au niveau, émotionnel. Tout à fait. Alors, Amaury qui nous mentionnait que c'est quand, au contraire, quand on est corporellement bien en soi, qu'on peut oser se promener motivationnellement. Mais comme tu le soulignes, Serge, en effet, on peut jouer sur les deux en se disant, bah, je n'ai plus dans un sens, je vais essayer de tester dans l'autre sens. Ça, c'est Oui, quelque chose que... Ouais, pardon. Vas-y, non, je Serge. t'en prie. Oui, le corps au niveau de l'auto-observation, on peut toujours s'adosser au corps, parce que le corps est toujours là. Donc, par contre, la neurofonction, émotionnelle, elle est très furtive, elle est très rapide, hein. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. Vas-y, je t'en prie. Oui, j'allais dire ça, c'est un de type d'exemple, là, se rappelle en moi, c'est pas une expérience du moment, mais au niveau professionnel, euh, ayant beaucoup de réunions l'une après l'autre, en fait, il y a un changement quasiment pas instantané, mais très très rapide entre le contexte est différent, les personnes sont différentes, et donc euh, le 20 inter 5, pour moi, c'est très fréquemment, je me rappelle, je me rappelle presque les stoppages, puisque après, par exemple, un moment de tension, si je dois parler à quelqu'un dans une équipe et donc leur apporter mon soutien, je dois leur montrer, enfin, je dois pas leur montrer une tension. Si j'arrive tendu, ils vont se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors que eux sont dans une situation tendue, je suis là pour les détendre. Donc, il y a un moment de... On passe par les neurofonctions intellectuelles d'abord pour se rappeler à la machine, rappeler à la machine, là, on est dans tel contexte. Ensuite, on se rappelle du rôle émotionnel de soutien. Et ensuite, la posture, à ce moment-là, va être, alors dans mon cas, va par exemple se relâcher ou repartir dans une posture physique qui, pour les gens qui me connaissent, sauront que c'est une posture d'écoute. Et à ce moment-là, c'est souvent, dans ces contextes-là, pour moi, la machine détecte d'abord la neurofonction émotivationnelle qui est primaire, avant la neurofonction physique, quasiment. Oui, parce qu'elle Et c'est elle prend le dessus. Oui, je voulais te dire au niveau intellectuel, donc le stoppage est une décision. Donc forcément, sous contrôle de Danfield, stoppage est une décision, donc forcément on décide de stopper. C'est intellectuel. Alors, bah, oui, justement, alors, c'est à revenir sur la question de la décision. La décision, c'est très particulier. À la fois, c'est intellectuel, on va dire cognitif, parce qu'il y a un processus qui arrête une émotion, qui arrête une action, qui sont en route, l'émotion qui nous assaille, qui va produire une motivation, qui va... Et puis de l'autre côté, la mise en action, parce qu'on a une sensation, puis ça va déclencher une action. Mais en même temps, euh, ce qui peut être très intéressant et interpellant, on en avait parlé un petit peu, c'était précisément il y a déjà beaucoup de mois, en fin d'année 2024, nous avions une réunion qui d'ailleurs est mentionnée et apparaît en vidéo dans notre chaîne
c'était Astic, où précisément nous étions ici dans le petit salon jaune et nous travaillions à travers un dîner sur les stoppages. Et tu avais dit, Serge, tout à fait, et je te disais que j'étais d'accord avec toi, en effet, une décision, c'est un stoppage. Et la problématique, elle est de se dire quelles sont les sources de décision, les sources de stoppage. Et il y en a deux, en gros. Et ça qui est très interpellant. Par exemple, c'est interpellant parce qu'on peut s'apercevoir qu'on peut dépasser notre propre programmation et dépasser la programmation qui dépassait la programmation. Ça devient très intéressant au bout d'un moment. En l'occurrence, j'entends quelqu'un qui dit le verbe faire ou qui parle d'un truc, d'une chose, d'un machin. Quelqu'un en moi réagit, se réveille finalement. C'est un stoppage de l'extérieur qui me stoppe et qui peut me permettre de stopper l'autre ou pas, parce que parfois je me dis où elle est dans une discussion qui demande grande concentration, donc je ne vais pas arrêter cet individu qui parle et qui a du mal à trouver ses mots, évidemment, par gentillesse, par respect. Bon. Mais dans d'autres cas, je vais stopper parce que ça va aider. Cela dit, il y a d'autres formes de stoppage, et notamment des stoppages qui viennent, alors là c'est particulier, de l'intérieur. Ce n'est plus une posture de l'autre qui me choque, un mouvement de l'autre, tu vois, qui bouge les doigts dans tous les sens, c'est ça qui me réveille. Ce n'est plus non plus un mot qui me choque, ou une émotion, oh là là, qui vient vers moi, l'autre il est motivé pour assassiner tout le monde, et je ressens sa colère, je ne sais quoi. Tout ça, ça peut me stopper. Mais parfois, je peux être stoppé par moi-même. Et ça, c'est une expérience très spéciale, très particulière. Donc, je vous la livre parce que ça pourra venir avec le temps et pour vous, évidemment. Alors, allons-nous maintenant clore la partie enregistrée? 3, 2, 1. Hop.